je laisse à Yahya d'abord. Pas parce qu'il est plus âgé que moi, bien sûr, hein, mais je laisse la parole à Yahya quand même. Merci, gentil. Shukran. Merci, Allah. Bien, non, l'Algérie des générations, c'est un titre intéressant. Et puis cette boutade sur On a changé mon peuple, en fait c'est une Algérie qui est en mouvement. L'Algérie est un pays indépendant depuis 1962, un État souverain, une société qui se crée, qui se trouve, qui ne se trouve pas, qui se cherche, qui se développe. Un pays qui On a changé mon peuple, où il y a une évolution. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui s'échinent en Algérie tous les jours à inventer leur vie et à s'inventer eux-mêmes. Donc beaucoup de difficultés. Mais il faut qu'on se mette bien d'accord sur une chose fondamentale. Aujourd'hui, en Algérie, il y a de l'électricité partout. De l'eau, c'est vrai qu'il y a un problème d'eau. Vous allez dire de l'eau partout. Mais c'est vrai, il y a des robinets partout, disons. Peut-être pas de l'eau, mais il y a des robinets. Il y a des avions qui partent de tous les aéroports, d'Alger, d'Oran, de Constantine, dans les autres aéroports algériens, d'Annaba et de partout. Il y a des trains qui partent, des trains qui arrivent, il y a des cars qui sillonnent le pays. Il y a des gens qui se déplacent, qui travaillent dans des entreprises. Et quand je suis à Alger, je les vois venir de Constantine ou d'Oran parce qu'ils ont une réunion à Alger. La vie ne s'est pas arrêtée aujourd'hui en Algérie. Il y a des difficultés remarquables, importantes, avec les dirigeants actuels du pays qui veulent restreindre les libertés des Algériens. Ça, c'est réel. Et c'est un combat que mènent les Algériens aujourd'hui là-bas. C'est un combat important. Comme le combat qui a été mené par les générations passées. Et Dieu sait que les générations passées ont payé un lourd tribut. Parce que même, il y avait toujours eu des difficultés à construire ce pays comme n'importe quel pays, mais enfin, il y a eu des difficultés. Dans les années 70, c'était le régime de Boumedienne. Et des gens qui ont été opposants en ont souffert aussi. Dans les années 80, c'est une autre époque aussi. Et puis il y a eu tout de suite après cette guerre civile algérienne, ce qu'on appelle la décennie noire. Et là aussi, il y a eu des drames et des tragédies incroyables. Les Algériens étaient tous et toutes, et les Algériennes toutes touchées dans leur chair, dans leur corps, dans leur esprit par cette guerre civile effroyable, faite à la société, imposée à la société par une certaine vision de l'islam djihadiste terroriste. Et Adlan connaît mieux que moi puisqu'il a vécu tout ce dont je parle. Et aujourd'hui, c'est encore une autre Algérie, parce que nous sommes dans un pays vivant, d'un pays qui entreprend, et puis des difficultés, il y en a, et il y en aura encore. Voilà ce que je voulais dire au départ sur cette impression, sur cette Algérie, des générations. Il y a une Algérie qui est un mouvement. Moi, je vis en France, je vis à Paris. Moi, je suis à ma position d'écrivain qui vit en France, qui est loin des réalités du pays, qui est en contact constamment avec le pays, puisque je partais tout le temps. C'est depuis 3 ans que je ne suis pas parti, en 2019, puis après cette histoire de Covid. Mais j'ai l'habitude d'aller 3-4 fois par an en Algérie. Mais je ne vis pas là-bas, je ne vis pas la réalité des Algériens. Je vis autre chose. Mais moi je dis, quand il y a eu le Hirak, ce mouvement de contestation de Bouteflika et son régime, j'ai dit à ma génération, taisez-vous. Parce que ce mouvement est né de la jeunesse algérienne. Humiliée, mise dans une situation incroyable d'humiliation par cette sorte d'absence totale d'un président qui n'est pas là, qui les représentait, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que dans des cérémonies officielles, on sorte un portrait, comme s'il était présent. C'était hallucinant de voir les Algériens à ce niveau-là. Et donc ce mouvement de Hirak, j'ai dit, taisez-vous, si les jeunes Algériens ont besoin de vous, ils vous appelleront. Mais pas à parler à leur place. C'est ça, moi, ma position. Et moi, je suis écrivain, je travaille, j'écris des romans, des textes, et c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, Abdel. Je voulais déjà commencer par l'idée que Yahya a soulevée, c'est l'idée du changement des générations. Et il faut bien le comprendre qu'en Algérie,
vis-à-vis des enjeux politiques, vis-à-vis des enjeux de mémoire, quand on s'hérite les uns génération après génération, en accélération. On est dans une autre logique de génération qu'en France, par exemple. Moi, j'ai 46 ans, je fais déjà partie, dans mon domaine de journaliste, de l'ancienne génération, entre guillemets. Parce qu'il y a un renouvellement générationnel qui est très, très rapide. L'Algérie est un pays très, très jeune, qui produit beaucoup d'universitaires, qui a une démographie très dynamique depuis une trentaine d'années. Donc, on est dans cette... Yahya parlait de changement, moi je parle de changement accéléré. Donc, c'est assez impressionnant. Deuxième fait assez intéressant, c'est que ma génération, parce que moi je suis né dans les années en 75 plutôt, nous sommes une génération qui a été d'un côté héritière par l'école, par les récits familiaux, par ce qu'on voit à la télé, de toute la guerre de libération nationale. Et en même temps, on a vécu les années 90 adolescents. Donc cette génération-là des boomers algériens, c'est plus boom que boomer, parce qu'on a vécu vraiment dans les bombes et autre chose. Et c'est une génération qui, jusqu'à aujourd'hui, Yahya a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé pendant le Hirak, mais tu sais, Yahya, même moi, à cette époque-là, j'étais dépassé par les événements, pour le dire franchement. Et je découvrais, alors que je suis journaliste, alors que je vis ici, alors que je travaille sur les mouvements sociaux depuis les années 2000, et je connais très bien, enfin, j'essaie de bien connaître le rouage politique, etc. Mais même moi, j'étais dépassé par les dynamiques sociales qui ont fait éclater le Hirak. Et là, on voit qu'il y a des strates de génération, des strates historiques qui sont en mouvement, qui sont comme... il y a des mouvements telluriques souterrains qui sous-tendent la société algérienne depuis très longtemps et qui font qu'à un moment donné, mais vraiment à un moment donné, ça explose. Ça a explosé en 1954, les Français ne l'ont pas vu venir. Ça a explosé en 88. Le régime du FLN ne l'a pas pu venir. Ça a explosé dans les années 90. On a été très vite dépassé par les événements de l'insurrection islamiste et terroriste. Et quand ça a explosé aussi tout au long des années 2000, il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout un mouvement social, des meurtres sociales, etc. Ça aussi, le régime ne l'a pas vu. Et quand le Hirak est arrivé, il y a quelque chose qui a complètement chamboulé le pays. Donc, l'Algérie est fascinante pour moi en tant qu'auteur, en tant que journaliste, par ce côté de accélérateur. C'est pas un accélérateur de particules géants, c'est un accélérateur générationnel géant. Et le fait est que nous vivons plusieurs générations et plusieurs héritiers d'histoires différentes dans le même contexte. En France, il y a une distance entre la génération d'aujourd'hui et la génération de la résistance. On parle beaucoup plus de récits que de personnes aujourd'hui. Alors qu'en Algérie, c'est des personnes. C'est voilà, les anciens combattants, ils sont là, ils vivent, ils sont même à des postes de commandement de l'État. Et en même temps, il y a une jeunesse qui est là. Donc on vit une sorte de poche spatio-temporelle tout le temps dans ce pays, qui fait que les générations dialoguent, qui fait que les générations s'entrechoquent aussi souvent. Et c'est ça qui rend ce pays très, comment dirais-je, très surprenant, même pour ceux qui sont toujours là, en fait. Ben, merci beaucoup à tous les deux de cette belle entrée en matière qui nous propose déjà plein de pistes. Quand je disais cela, loin de moi, j'étais ébahi en Algérie par le développement de la scolarisation après l'indépendance, par le développement du service de santé, etc., qui est ce qu'il est, mais qui a décollé par rapport à ce qu'il y avait avant. Un truc fantastique, c'est la scolarisation des filles. Il a fallu que je consulte des documents de l'INSEE algérienne pour découvrir ce décollage de la scolarisation des filles en Algérie. Alors que moi qui ai connu la guerre d'Algérie, quand l'armée française venait débarquer dans un village, le premier endroit où on l'installe, c'est dans l'école de filles. Le premier lieu qu'on ferme pour que les soldats soient bien, c'est l'école de filles. Donc, quand j'ai dit ça, c'est plus mon impatience à vouloir dire qu'est-ce que j'aimerais, mais je vous remercie de ce que vous avez dit, et bien sûr... Mais on est bien d'accord sur quelque chose un principe fondamental, c'est qu'une révolution, c'est un processus long, comme voilà, vous dites, complexe, voilà. complexe qui appelle, comme vous l'avez dit, des avancées, des reculs. Et donc, il y a un temps. Or,
l'Algérie se trouve dans l'héritière d'une histoire en rupture. Bien sûr. L'Algérie a connu une histoire en rupture, des ruptures graves, des différentes colonisations depuis des siècles. On ne va pas remonter loin, mais juste l'Empire ottoman, puis quand l'Empire ottoman s'effondre, il y a les Français qui arrivent, il y a les Espagnols avant. Bien sûr, on parle de moi. Je parle dès l'Empire ottoman et l'installation des Espagnols dans tout l'Ouest algérien. L'Espagne, quand même, est présente. Quand Guy de Maupassant arrive à Alger, on l'emmène, il visite, puis on l'emmène à Oran. Il regarde Oran, il dit, vous m'avez dit que c'est une ville française, mais c'est une ville espagnole. Et puis l'installation des Français, de la France coloniale, pas des Français, de la France coloniale. Et donc en 1830, c'est à chaque fois une rupture, et des ruptures considérables. Quand en 1830, l'Algérie comptait 3 millions d'habitants autochtones. En 1865, elle ne compte plus que 1 800 000. Plus d'1 million de morts. Dû à la colonisation, c'est-à-dire les famines, les guerres qu'il y a eu avec les généraux de l'armée coloniale et tout. Donc c'est assez hallucinant quand même. Il y a eu un grand colloque sur les colonisations de peuplement qui s'est tenu à Boston en 2000, où on a comparé les colonisations de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis d'Amérique, d'Algérie et d'un 5e pays qui ne me revient pas, mais des 5 pays où il y a eu des colonisations de peuplement. Et ils ont constaté qu'il y a une seule colonisation, il n'y a pas eu remplacement de population, c'était l'Algérie. À un moment donné, les colonistes, qu'on appelait les colonistes au XIXe siècle, avaient projeté cette idée de remplacer les autochtones par des Européens venus, et c'est pour ça qu'on a amené les Maltais, les Espagnols de partout. Ça venait de partout, pour remplacer cette population autochtone dont on disait qu'elle était inférieure et qu'elle méritait la civilisation, qu'avec nous, nous allons... On ne peut pas les décrotter, on disait c'était le terme. Donc c'est assez vertigineux de venir de cette histoire-là. Arrive 62, au bout d'une guerre de libération nationale, mais tragique, où il y a eu des centaines, des milliers de morts, où chaque être a été blessé dans sa chair, dans son esprit, du côté algérien, bien sûr, beaucoup. Mais du côté français, les soldats de la guerre d'Algérie sont tous rentrés traumatisés chez eux. Les harkis ont tous, jusqu'à aujourd'hui, ont tous eu traumatisés. Leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout le monde est sorti traumatisé de cette guerre. Et là, cette Algérie se construit sur tout ce terreau-là. Et en plus, quand vous avez un régime qui est contre son peuple, c'est encore plus difficile de construire. Donc, c'est ça ce que je voulais dire en introduction, c'est-à-dire que c'est sur cette histoire-là que nous sommes et qu'il y a émergence aujourd'hui de revendications qui n'ont rien avec les revendications que nous avions dans les années 70, mais qui sont le prolongement. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai dit à un moment donné ce texte que j'ai publié, certains m'ont pris à partie quand j'ai dit, il s'appelle « Taisez-vous », c'est-à-dire ne pas prendre la place de la jeunesse algérienne. Mais en même temps, je constate bien que dans le mouvement du Hirak, il y a des gens de cette génération des années 70 qui ont participé réellement dans le mouvement du Hirak. Et ils étaient là aussi, parce qu'eux aussi, ils ont soif de liberté. Et ce que dit la jeunesse algérienne, ce que disent les Algériennes et les Algériens, c'est qu'ils ont envie d'être libres. Ils ont envie d'entreprendre. Ils ont envie de s'inventer, d'aller vers le monde et de pouvoir accéder à ce monde-là sans entraves. Je voyais aussi que des gens se baladaient avec de très vieux slogans messalistes, ou bien des drapeaux qui dataient, des drapeaux qu'on gardait à la maison des années 59, 60, 62, etc. Et le Hirak est devenu, les manifestations sont devenues une sorte de musée, où au-delà du fétichisme des objets, on avait l'impression que beaucoup avaient décidé non seulement de dire non au régime de la bande de Bouteflika, mais aussi, ils ont aussi décidé de se réapproprier le récit historique. Parce que tu parles, de l'héritage historique, tu parles des coupures, etc.
Mais en plus de ça, il y a cette histoire qui est prise en otage. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que le récit historique ne nous appartient pas. C'est devenu un outil démagogique et politique du pouvoir, une légitimation du pouvoir et de ses politiques. Et donc, ce qu'on a remarqué pendant la Hirak, c'est ça, c'est que ce que faisait l'élite dans son coin en essayant de travailler librement, indépendamment dans les universités, c'est très très dur de travailler librement dans les universités ici, à faire leur propre travail sur l'histoire, au-delà du récit officiel et de l'histoire officielle. Les Algériens ont vu dans la Hirak une occasion pour se réapproprier leur récit. On sait d'où on vient, on veut le montrer, et surtout, on est très fiers de ça. Il n'y a pas cette relation douloureuse à l'histoire que nous a imposée, parce qu'on nous a expliqué que nous sommes des guerriers, des envahisseurs envahis, des mercenaires pour Rome, ce Jugurtha, voilà, on nous a expliqué tout ça. On n'a été que ça pendant longtemps. Et les Algériens disent non, en fait. Non. On a été des acteurs de l'histoire, on a été dans l'histoire, et on veut la réécrire nous-mêmes. Et j'ai trouvé que et là aussi, il y a un dialogue entre les générations, pour revenir au terme générique dont on parle, parce que tu vois, Yahya, dans les manifestations, tous ces jeunes qui portent les portraits de Ben Mehdi, d'Ali Lapointe, des héros de la révolution algérienne, c'est très touchant. C'est très politique en même temps. Et c'est très touchant parce qu'ils revendiquent une filiation et font ressortir l'exemplarité de l'engagement de ces jeunes dans les années 50 afin de dire au système actuel, vous avez quelque part trahi un idéal qui était porté par une jeunesse militante, patriotique, anticolonialiste, etc., antiraciste, etc. Donc c'est très intéressant de voir comment des ponts entre les générations se construisent sur cette volonté de se réapproprier l'histoire. Parce que quelque part, on a compris qu'on est malade, qu'on a mal à notre histoire, pour paraphraser Camus. On a mal à notre histoire. Mais je crois que c'est vrai que vous avez utilisé un terme qui est important, vous avez parlé de récit historique. Le récit historique est différent de l'histoire. Le récit historique, c'est ce qu'on fabrique pour qu'on le récite. C'est comme si en France aujourd'hui, on disait l'histoire, c'est le récit historique que nous vendent certains politiques ou certains médias. Moi, je parlais d'histoire, c'est-à-dire qu'indépendamment de ce que le politique fabrique comme récit qu'on voudrait nous mettre dans le crâne, je parle qu'il faut quand même, y compris l'histoire, et c'est peut-être là, Yahya, que j'aurai une petite nuance avec vous, mais je ne crois pas que ce soit ça que vous vouliez dire, c'est que je ne pense pas que l'action actuelle discrédite les générations précédentes. Moi, je ne dirais pas taisez-vous, mais restez à votre place. C'est-à-dire de garder le rôle que vous avez. Effectivement, vous êtes le gardien d'une histoire. Moi, avec mes amis français, quand ils disent regarde le FLN, ce qu'il a fait de l'Algérie. Ah, je dis, vous avez la rancune tenace quand même. C'est pas le FLN, c'est ceux qui les ont succédés qui ont trahi. Moi, le FLN, je respecte énormément. C'est une génération qui a fait son combat pour la liberté et qui a tenu parole. Moi, je suis émerveillé par le boulot qu'ils ont fait, les premiers gouvernements, je dirais jusqu'aux années 60, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de la visibilité politique dans le tiers-monde. C'est à Alger qu'il y avait les Palestiniens, qu'il y avait Mandela, qu'il y avait tous les mouvements de libération d'Afrique. Et donc c'est malheureusement après. Donc ça veut dire qu'on ait voulu substituer un récit historique comme ça, mais je crois qu'il y a une légitimité d'une histoire un peu plus ancienne à dire son mot encore, y compris à des jeunes en disant attendez, il ne suffit pas d'avoir la zapette pour changer l'histoire, il faut tenir compte de ce que vous disiez, c'est-à-dire l'évolution historique, et à un moment, il faut qu'elle prenne sa place. Donc je voudrais que, quelles que soient les générations, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, s'approprient non pas le récit historique qu'on veut leur vendre, mais l'histoire telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ce que vous avez rappelé, les héritages ultérieurs, plus anciens, y compris un héritage
du point de vue culturel, religieux, ethnique, etc., anthropologique différent. Je veux dire que l'Algérie a été effectivement romaine, a été phénicienne d'abord, elle a été pas ottomane, mais elle a gardé son identité malgré les occupations. Et je ne vous cache pas que dans vos deux livres d'ailleurs, qui sont passionnants, on pourra y revenir, je dis mais ce peuple est encore occupé finalement. J'ai l'impression qu'il y a une occupation qui pèse sur ce peuple, c'est-à-dire moi qui ai vécu mon enfance et mon adolescence pendant la guerre d'Algérie, c'est vrai que j'étais enfant et je n'ai pas le souvenir de choses aussi graves que je pourrais le ressentir aujourd'hui, mais j'ai l'impression que la chape de plomb, la peur, cette chronique de village que vous faites dans le silence des dieux, cette violence dont vous faites part de toute une génération qui est la vôtre, et j'ai bien compris, et qui a subi, cette génération de lycéens, cette violence et ce poids, je me dis, il faut qu'on lui explique que ce n'est pas une fatalité. Et des anciens, de la génération précédente, peut-être de la mienne, pourraient lui expliquer que ce n'est pas parce qu'on s'est trompé qu'il faut tout jeter, qu'il y a des choses à garder pour aujourd'hui et pour demain. Et je trouve que c'est plutôt la discontinuité et les ruptures qui ont eu lieu. Je suis allé en Algérie en 69. J'en suis revenu, enfin j'étais allé avant et après, mais j'étais émerveillé c'était la période qui a suivi le festival afro-asiatique qui a eu lieu à Alger. Je disais, mais c'est extraordinaire le niveau politique de ce peuple, de ce truc. Et c'est vrai que les choses ont dégénéré après, mais je crois que ça mérite d'être expliqué. C'est vrai que ce n'est pas une fatalité que ça aille. Et donc, je serais tenté plutôt de dire de réhabiliter l'histoire et de ne pas la laisser se confisquer par aussi bien de ce côté que de l'autre et devenir une espèce d'alibi politique cache-sexe pour des choses plus honteuses. Et donc, c'est le récit historique qu'il faut combattre, le récit qu'on veut faire, mais pas l'histoire.